Bien sûr que c'est Cannes, quoi. Ça veut dire que c'est la messe du cinéma mondial. Donc, de se retrouver là avec tous les acteurs. Et je pense que Jeannette, celle qui joue la mère, elle a rencontré Tilda Swinton. Et oui, donc on était à un dîner, puis elle était comme, je vais faire une photo. J'ai dit, s'il te plaît, non. J'avais peur, tu vois. Et donc, Tilda était extraordinaire. Et tu vois, elle l'a prise dans ses bras. Puis, alors, elle parle pas anglais, ma comédienne. Elle se regardait, puis elle se prenait dans les bras. Elle se regardait, elle se prenait dans les bras. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui une actrice et réalisatrice haïtienne qui vient nous présenter Freda, son nouveau film qui était cette année en sélection, dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes. Merci Jessica Généus d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis très heureuse d'être là. Ça nous fait très plaisir de te recevoir et je vais te présenter les clapeuses qui vont t'accompagner aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui a adoré ton film, Jessica, mais elle aimerait que ton prochain film porte son nom, Elsa. Ouais. Elle a déjà un scénario pour toi, c'est chargé. Alors moi j'habite dans le 13e arrondissement de Paris, si tu veux faire un film sur le 13e. Il y a Jacques Audiard qui fait déjà ça avec les Olympiades. c'est vrai. C'est un peu tard. Bah oui, qui était à Cannes aussi. Oui, j'ai vu, oui. Et t'as bien aimé les Olympiades? Oui, Voilà. oui. Surtout la musique. Hein. Ouais. Elle est magnifique, la Oui. musique et les acteurs sont excellents, mais comme toujours chez Jacques Audiard. Oui. Et notre seconde clapeuse, c'est donc une journaliste que ton film, Jessica, a également passionnée. Elle a préparé son sac à dos pour faire un reportage de fond à Haïti, c'est Julia Solence. Bonjour tout le monde. Prête pour tout décortiquer, pour tout découvrir d'Haïti, Julia? Mais toujours. C'est notre Tintin quelque part. Mais oui, je cherche Milou, là, je sais pas. Mais... Moi, c'est Elsa, ton Milou. Je ne sais pas, mais voilà. Jessica, on va donc parler de Freda que tu viens nous présenter aujourd'hui, qu'on a pu voir et qui est vraiment un film très réussi qui sort le 13 octobre, si je dis pas de bêtises, j'ai la date quelque part, le 13 octobre, tout à fait au cinéma. Et je t'en prie, Julia. Ça raconte donc l'histoire d'une jeune femme du nom de Freda qui vit dans un quartier populaire à Haïti et elle est tiraillée entre sa famille, ses proches, la situation critique dans son pays, aussi la place des femmes dans cette société et il va falloir qu'elle fasse un choix, savoir si elle préfère partir et avoir une vie meilleure dans un autre pays ou alors rester et tenter d'améliorer la situation à Haïti. Est-ce que l'histoire de Freda était un scénario que tu avais depuis longtemps en tête et qui te tenait à cœur ? C'est tellement un peu ma vie, c'est tellement autobiographique, j'ai l'impression de porter ce film depuis toujours. Donc forcément... Quand le moment est arrivé de faire le choix de faire le film, donc, tout le temps on me dit est-ce que je m'identifie plus à Freda ou Esther, mais j'ai la sensation que toutes ces femmes font quand même un peu partie de ma vie parce que j'ai quand même grandi dans une famille de femmes. J'ai grandi avec ma mère, mes tantes, cousines. Donc on était toujours un peu cette petite communauté qui se relayait un peu les responsabilités parce que voilà, moi j'ai grandi dans un quartier comme celle de Freda, dans une forme de précarité qui nécessite en fait, de se mettre ensemble et puis de se relayer les responsabilités pour qu'on puisse survivre. Ouais. Elsa, oui, je t'en prie. Et justement, donc, c'est un film qui est inspiré un peu de ta vie réelle, mais c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Oui. Justement, pourquoi ce choix de faire une fiction et quelles a été un petit peu les différences entre les deux pour toi à ce moment-là, quand tu as réalisé le film? Alors, faire une fiction, je dis souvent, c'est comme un réel contrôlé. Dans le cas de Freda, parce que voilà, il y a un scénario, voilà, c'est scripté, mais en même temps, c'est une histoire qui résonne beaucoup dans la jeunesse haïtienne, parce que justement, on se retrouve à un carrefour où on se pose cette question. Ça fait longtemps qu'ils se battent, des générations avant nous se sont battues pour que ce pays se tienne debout, mais on se retrouve aujourd'hui en 2021 et c'est encore très compliqué pour cette jeunesse, que ce soit à cause de la situation politique, que ce soit les catastrophes naturelles. Donc souvent, tu te retrouves face à la décision de te dire est-ce qu'un avenir est possible? Et quand on est début vingtaine, on se pose la question de comment sera notre avenir. Souvent, c'est très difficile de l'inscrire en Haïti à cause des problèmes. Donc, Freda se retrouve dans ce carrefour. Il n'y a pas juste elle, sa sœur aussi, Esther, son frère. Donc, toute cette génération, ils sont un peu comme un prototype de ce qui se passe aujourd'hui
au cœur de la jeunesse haïtienne. Oui. C'est un film qui est raconté d'un point de vue féminin et justement, tu dis que c'est en partie parce que c'est un point de vue qui est pas représenté, ou en tout cas qui est peu représenté. Est-ce que tu as des exemples de séquences ou de moments qu'on n'aurait pas vus si ça avait été raconté d'un point de vue masculin? Je ne sais pas si concrètement je pourrais le dire comme ça, mais déjà il y a très peu de films qui sortent d'Haïti et tu as raison sur le fait que oui, le point de vue féminin, mais déjà le point de vue d'un Haïtien sur Haïti, c'est très peu, ça existe très peu dans le cinéma mondial. Et voilà, bien sûr, il fallait qu'on sache que c'est une femme qui porte. Déjà, de mettre autant les femmes en avant. Il y a des gens qui me disent les hommes, ils en prennent un coup, ce que je ne trouve pas. Parce que moi, je souhaitais aussi, comme on dit souvent, vouloir se libérer du patriarcat, c'est aussi libérer l'homme. Parce que les hommes en Haïti, par exemple, dans une société aussi complexe, ils ont souvent le poids de se dire que c'est à eux de sauver les femmes. C'est à eux voilà, ils portent le poids de trouver l'argent, de s'occuper de la famille, etc. Et alors que voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire. Tu vois, donc être dans une position où on attend de toi de prendre certaines formes de responsabilité que tu n'es pas capable, voilà, tu ne peux pas répondre économiquement à aucun tu n'as pas de réponse dans une société comme ça. Donc forcément, mettre les femmes en avant, j'ai l'impression, oui, que un réalisateur aurait peut-être fait différemment. Donc moi, comme non seulement, premièrement, je suis une femme et j'ai grandi dans une famille de femmes, donc forcément, je porte ça à l'écran. Et je pense que c'est là aussi que ça fait la différence, peut-être. Oui. Le film est porté par 3 personnages féminins qui sont toutes assez incroyables. Il y a notamment le personnage de la mère dont Jeannette, tout à fait, qui est hyper touchante et c'était important pour toi de montrer cet échange générationnel entre ces filles qui sont plutôt jeunes, Freda et Esther, et cette mère et la relation qu'elles ont qui est pas toujours facile. Oui, parce que c'est quand même 2 dynamiques de génération. T'as ces femmes, souvent on regarde nos mères, en tout cas en Haïti, et on se dit qu'elles ne se sont pas battues. On a l'impression qu'elles se sont juste courbées l'échine un peu, qu'elles ont accepté tout, alors que c'est faux. Hein. Elles ont fait leur combat différemment. Elles se sont c'est comme un peu du marronnage où elles se cachent pour exister. Et c'est comme si tu faisais un jeu où tu faisais semblant d'adhérer au patriarcat et d'accepter ce qui se passe, mais tu fais aussi des choix qui te permettent de t'en sortir. Forcément, Jeannette, la mère, et les filles, elles ont une dynamique différente entre elles. Elles voient les choses différemment, la vie différemment. Et aussi, c'est une femme à des moments qui a fait des choix qui ont fait souffrir Freda. Et aujourd'hui, elle devient jeune femme et potentiellement, elle se voit et elle se dit quel genre de femme j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être comme ma mère ou est-ce que je veux transcender voilà, les choix qu'elle a fait que moi je juge qui ne sont pas les meilleurs et pour vivre différemment. Et donc, c'est là où le clash existe parce que, écoute, on aime nos mères, mais le problème, c'est qu'on a une vision, une perception de la vie qui est différente d'elles, forcément, parce qu'on a des choix différents et on est à un moment différent de la vie. Donc, je pense que c'est cette dynamique qui existe qui fait que tu as la sensation qu'elles ne s'entendent pas ou que c'est compliqué, le dialogue entre les deux, mais il y a quand même la volonté de garder cette famille soudée, unie, et puis de s'en sortir ensemble. Oui. Julia. Oui, le mariage aussi est un sujet et une question importante dans ton film. Tu montres ça un petit peu comme un échappatoire pour beaucoup de femmes. Quel message exactement tu voulais faire passer par rapport à ça ? Alors, on a par exemple le personnage d'Esther. Elle est très... c'est marrant parce qu'on a fait une projection en Haïti et souvent les gens s'identifiaient beaucoup à elle parce qu'ils se disent qu'elle est en train de faire des choix très difficiles. Et moralement, si on analyse, on se dit que c'est pas la meilleure façon, il faut faire ça par amour, etc. Mais les choix se présentent différemment dans une société comme la nôtre où l'idée, c'est de pouvoir se sortir de ce quartier pourri et elle, tous les moyens sont bons. Donc, les hommes, elles utilisent le mariage comme échappatoire, mais c'est pas l'idée de je veux me caser ou je veux me marier, c'est toi, tu peux me sortir de là, donc oui, je vais vers toi et comme ça, je quitte. Et après, on verra. Et donc, bien sûr, c'est plus complexe que ça, parce que les hommes, eux aussi, ces hommes riches qu'elles fréquentent, ils voient les choses autrement. Donc, elles pensent qu'elle va pouvoir manipuler, mais ça ne se passe pas toujours comme on le pense, quoi. Et c'est là que ces choix deviennent compliqués et parfois se retournent contre elles, oui. Les personnages dans ton film, les personnages féminins, ont en fait un sens du devoir qui est assez important, des responsabilités. Alors que les hommes, on voit qu'ils ont une espèce de tranquillité d'esprit un peu plus importante que les femmes, comme si eux n'avaient pas un poids. Comment expliques-tu cette différence ?
Je sais pas, écoute, chez nous, on a toujours, je dis chez nous, mais je suis sûre que ça va résonner pareil qu'ailleurs, tu as toujours la sensation que l'homme, il peut pas souffrir. Faut pas qu'il souffre trop, faut tout le temps que tu prennes sur ton dos pour l'alléger. Et c'est ça qui arrive avec ces femmes, avec ces sœurs. Par rapport aux petits frères, tu as la sensation qu'elles prennent toute la responsabilité, qu'elles se disent c'est à nous de faire qu'il s'en sorte et c'est à nous de l'envoyer ailleurs. Et peut-être qu'en l'envoyant ailleurs, il va pouvoir retourner la balle. Et c'est souvent ce qui arrive chez nous. Donc, on a la sensation que c'est des femmes sacrifiées, mais en même temps, elles sont très claires sur les choix qu'elles font. Elles l'assument et elles savent que Moïse, voilà, c'est leur devoir de faire en sorte que lui, il s'en sorte. Et potentiellement, après, elles vont faire différemment. Mais c'est un moment aussi en Haïti où il y avait énormément de départs. Il y avait une exode. Les gens partaient vers le Chili, vers le Brésil, etc. Et souvent, c'est les hommes qui partaient parce que c'est des voyages extrêmement difficiles aussi. Et donc, on se dit que c'est plus facile, techniquement, hein, ça veut rien dire ça, mais c'est plus facile si on envoie Moïse, si on envoie un homme, il sera capable de supporter les complexités de ce voyage, parce que des fois, ils partent par avion, mais des fois aussi, c'est très complexe. Hein. Ils vont en République dominicaine, qui est l'île à côté. Des fois, ils doivent marcher pendant des mois, faire des stops, différents stops dans les pays d'Amérique latine avant d'arriver aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus de 10 000 Haïtiens au Texas. Et ils ont fait pendant 6 à 7 mois ce voyage, avec différents arrêts. Et souvent, c'est des voyages extrêmement compliqués où les femmes se font violer et se font malmener. Et ils ont la sensation qu'un homme, voilà, est plus tough, plus dur pour passer à travers ça. Donc il y a ça aussi qui se met en place, qui fait souvent, c'est les jeunes hommes qui partent et que les femmes, elles restent et essayent de trouver les moyens financiers pour leur permettre de faire ce voyage. Tu dis en interview justement avoir eu envie de réécrire un peu les contes de fées avec des personnages forts et tout en nuances, aussi en subtilité. Est-ce que tu penses justement que c'est en assumant le fait que les humains ont aussi des défauts qu'on en fait finalement des héroïnes? J'ai jamais été parti pris du noir au blanc, c'est-à-dire j'ai jamais vu la vie comme ça et les rapports humains, je les vois pas comme ça non plus. Il y a plein de nuances et c'est ce que j'avais envie de faire exister parce que très souvent c'est facile de juger quelque chose de l'extérieur, bien sûr, parce qu'on n'est pas confronté aux complexités des choix qui s'imposent à ces personnes. Et moi, j'avais envie de faire exister ces personnages justement dans cette complexité et de ne pas dire Esther, elle est, voilà quoi, je sais pas, elle aurait pas dû se marier à cet homme. Il n'y a pas de aurait pas dû. Il y a qu'est-ce qu'on a en ce moment, c'est quoi les outils qu'on a pour prendre des décisions. Et on fait avec ce qu'on a. Et tous les personnages dans ce film, ils font avec ce qu'ils ont comme moyen pour s'en sortir. Et oui, c'est ça. Ton film aborde un sujet très sensible qui est le sujet du viol. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on sent que malgré ce viol, la famille veut faire bonne figure vis-à-vis de ce viol. Comment ça se fait que dans un pays comme Haïti, qui est fracturé politiquement, qui est plutôt qui est un peu des pays pauvres, comment ça se fait qu'on veut quand même faire bonne figure dans cette société? C'est très complexe, hein. Et ce qui se pose aussi, c'est comment se construire comme personne sur la terre des traumas. Parce qu'Haïti, c'est une terre de traumatisme. Les gens qui sont là, les Haïtiens, ce peuple qui a été formé, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas souhaité être là. Ils ont été pris un peu partout en Afrique par rapport à la colonisation et la traite négrière. Donc tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas là par choix, mais qui doivent quand même construire une nation. Et ça, c'est très complexe. Et on essaie, en tout cas, j'essayais de le montrer au sein de la famille. Freda a subi justement des traumatismes au sein de sa famille, mais elle vit encore dans cette maison et elle vit encore avec sa mère. Et il faut qu'elle apprenne à un peu faire fi de ça, de toutes ces douleurs, pour exister avec ces gens qui n'ont pas su la protéger au moment où il en avait besoin, mais c'est quand même sa mère, c'est quand même sa famille. Et on doit quand même rester dans cette communauté pour survivre. Parce qu'en Haïti, si tu n'es pas en communauté, c'est difficile de survivre, tu vois. Donc, c'est ça qui... Et l'autre couche, c'est que tu peux pas faire de deuil. Tu n'as pas le temps d'être, je sais pas moi, d'avoir une thérapie. Tu vois, c'est pas comme si tu peux aller voir un psychologue et essayer de passer à travers des traumas. Tu dois vivre et en même temps être rongé par ça et trouver une façon de garder quand même une forme d'équilibre malgré tout. Donc c'est ça qui est très complexe par rapport à cette histoire de trauma. Donc on le voit dans la famille, mais c'est ça aussi que vit le pays. Ouais, c'est une métaphore en fait de la représentation du pays d'Haïti. Exact. Et c'est comment se construire comme peuple sur la terre qui est mouillé du sang de tes ancêtres, aussi par le combat et par l'esclavage, mais aussi
pareil, comment se construire dans une famille, voilà, où tu n'as pas vraiment été, qui n'a pas été cette figure parfaite de famille qui protège ses enfants, cette figure parfaite de mère qui protège ses enfants. Donc c'est pour ça que elle est dans ce cheminement de comment faire la paix avec le fait que sa mère n'ait pas été la mère qu'elle aurait souhaité qu'elle soit, mais qui reste quand même une personne extrêmement importante dans sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que tu lis beaucoup ton film au lexique de la mort. Tu parles d'exorcisme en interview. Tu dis que le film parle aussi du fait de se débarrasser de ses squelettes. Il commence d'ailleurs un 1er novembre, donc le jour de la fête des morts, qui sont aussi parfois présents à l'écran, qu'on voit dans certaines séquences. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien si fort entre le film et donc j'ai envie de dire quasiment Haïti et la mort ? Parce qu'on le côtoie quotidiennement aussi, surtout en ce moment, à cause de l'insécurité, bien évidemment. Donc ça fait que tu vis avec la mort et tu vis avec cette fragilité de te dire à n'importe quel moment tu peux basculer dans ta vie. Et tout le monde a ce rapport un peu en ce moment. Moi, avant de venir de vous trouver, j'ai rencontré des amis. J'ai un ami qui s'est fait kidnapper hier. On est toujours dans cette fragilité de la vie. Et il fallait aussi que ça existe, oui, au niveau de la politique, des manifestations qu'il y a dans le film, mais aussi au niveau des choix que les gens font. L'urgence de savoir tout de suite qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, parce que le temps, tu vois, nous échappe complètement. Et c'est très difficile de le visualiser quand on est dans une société qui est beaucoup plus calme, où on a beaucoup plus le temps de faire les choses. Et il fallait absolument qu'on montre l'urgence qui existe dans une société comme Haïti, où tout bascule, voilà, du jour d'aujourd'hui à demain, ou de 7h à l'heure d'après. La matinée à la soirée. Exact, tout est différent et tout peut basculer. On perd les gens, et surtout ces 4 dernières années, qui est là où se situe le film, parce que quand même c'est un film très contemporain. On est dans cette urgence, on est dans cette fragilité avec la vie. Et je pense que ça a son côté aussi, j'ai envie de dire, positif, même si c'est délicat de le dire, parce que ça te permet d'être dans un rapport avec la vie qui est beaucoup plus vif. Dans l'instant présent. Exact, d'être dans l'instant et de te dire que c'est maintenant ou jamais. Il faut que je me recadre, il faut que je reconstruise ou que je fasse avec ce que j'ai. Et c'est maintenant que ça se passe. Oui. Tu nous parles de la situation actuelle. Tu peux juste recontextualiser peut-être pour les auditeurs ce qui se passe en ce moment en Haïti, parce qu'effectivement il s'est passé pas mal de choses, notamment ces derniers mois, donc qui n'est pas évoqué dans le film, mais pour qu'ils aient un peu l'idée de la situation actuelle. Oui, déjà le film est placé en 2018 et ça fait que c'est un moment où la jeunesse haïtienne avait commencé un gros combat contre anticorruption en Haïti. Et ça a commencé sur les réseaux sociaux. On avait des pancartes qui demandaient des comptes sur de l'argent qui a été dépensé, qui a été volé, pas dépensé, qui a été volé. Et c'était très facile parce que, bon, je dis Petro-Caribé, ça va résonner à personne, mais c'est 4 milliards qui ont disparu d'un pays et qu'à un moment donné, il y avait tellement de problèmes et on s'est dit, mais où passe cet argent? Il y a tellement d'argent que ce soit les dons, les organisations internationales, où va l'argent? Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de trace. Et cet argent de Petro-Caribé, c'était très important parce qu'on disait au peuple, écoutez, il y a 4 milliards qui a disparu et vous allez devoir le rembourser sur 25 ans. Ah oui. Est-ce que vous avez une idée de où a été dépensé cet argent? Vous allez rembourser de l'argent qui n'a jamais été utilisé pour le développement et qui n'a jamais été utilisé. Voilà, le but principal de l'argent, c'était de faire du développement social et ça n'a jamais été fait. Et donc, ça a fait boule de neige et c'était rapide parce que les gens se disent, mais nous, non. On ne peut pas être dans cette précarité et devoir rembourser de l'argent, voilà, parce que c'est une dette qui est sur le pays et donc le peuple haïtien. Ça vient du Venezuela en fait, c'est un accord de pétrole et ils devaient les retombées, les bénéfices de cet accord de pétrole devaient servir au développement du pays. Et c'est bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc ça a été très vite, ça s'est propagé, les jeunes se battaient. Et je voulais placer le film déjà pour documenter ce moment. Parce qu'on a toujours, de génération en génération, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Tout simplement parce que ce n'est pas documenté. C'est très peu documenté parce que voilà, le cinéma, c'est compliqué. Et c'était important pour moi de documenter ce combat à ce moment précis pour que les générations à venir savent qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui se sont battus à un moment donné et qu'on continue à se battre. Et surtout à l'extérieur, tu vois, par rapport à tout ce qu'on voit dans les journaux, etc., tu as la sensation qu'on est dans une passivité en Haïti, que les gens ne font rien, qu'ils attendent leur mort, alors qu'en fait, les gens se battent tous les jours.
Donc c'est ça, Freda, c'était pour documenter aussi ce combat. C'est ce que ça défend. Oui. On revient, ou même on reste plutôt avec Freda et avec toi, car Julia, c'est un peu notre Indiana Jones du podcast. Elle est partie à la recherche des secrets de ta carrière. Et oui, un peu comme une archéologue qui organise des fouilles pour découvrir des nouveaux sarcophages, j'aime faire des recherches sur le passé de nos invités. Et aujourd'hui, c'est à ton tour, Jessica. Alors non, je n'ai pas trouvé de momie. Par contre, j'ai découvert le temple d'Instagram qui m'a livré de nombreux secrets. À commencer par ta passion pour le yoga. Tu fais cette activité depuis des années et les postures clés n'ont plus aucun secret pour toi. Le chien tête en bas, la cigogne, le triangle, le lotus et bientôt le grand écart comme Jean-Claude Van Damme. Pour conserver tous ces efforts, tu essayes de manger des aliments sains. Oui. Mais enquêtrice que je suis, j'ai remarqué ton petit péché mignon pour les desserts. Je suis toujours dans les boulangeries de Paris. Voilà. Et il faut savoir que Jessica est une grande aventurière. Et j'ai pu faire un tour du monde grâce à mes recherches sur Instagram, notre ami Instagram. De Londres à Prague, en passant par Katmandou, tu as visité de nombreuses villes, mais pas que. Jessica, c'est un peu une Christopher McCandless dans Into the Wild. Elle a notamment gravi l'Everest et peut-être vu l'abominable homme des neiges. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que tu as rencontré Cusco en 2014. Oui, je pense que vous vous souvenez de ce dessin animé culte. Eh bien, Jessica l'a rencontré lors d'une randonnée en Autriche. Oui. C'est en tout cas ce que tu as dit sur Instagram en prenant la photo d'un lama. Donc, avec tous ces treks et ces milliers de kilomètres parcourus, je pense que monter les quelques marches au Festival de Cannes cet été n'ont pas dû être trop difficiles pour toi. Pourtant, c'était les plus difficiles. Il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Oui, et déjà, ça faisait 23 ans qu'il n'y avait pas eu un film haïtien à Cannes. Oui, donc le dernier, c'était Raoul Peck avec L'homme sur les quais. Ouais. Donc, aller là-bas, c'était complètement improbable. Et le fait de se retrouver là, mon Dieu, c'était vraiment exceptionnel. Oui. Et c'était quoi les retours que tu as eu là-bas, qui ont été le retour du public? C'était juste magique. On a eu une projection avec plus de 800 personnes et on a eu énormément de couverture de presse et on était ensemble parce qu'il y avait une grande partie des comédiens qui étaient là avec moi et c'est ça qui rendait encore plus extraordinaire le moment. Et bien sûr, c'est Cannes, quoi. Ça veut dire que c'est la messe du cinéma mondial. Donc, de se retrouver là avec tous les acteurs. Je pense que Jeannette, celle qui joue la mère, elle a rencontré Tilda Swinton. Et oui, donc on était à un dîner, puis elle était comme, je vais faire une photo. Je dis, s'il te plaît, non, je veux pas qu'elle te fasse honte. J'avais peur, tu vois. Et donc, mais Tilda était extraordinaire. Et tu vois, elle l'a prise dans ses bras, puis elles ont pas... Ouais. Alors, elle parle pas anglais, ma comédienne. Et donc, j'ai rien compris. Je regardais, puis elle se regardait, puis elle se prenait dans les bras. Elle se regardait, elle se prenait dans les bras, tu vois. Et j'étais comme... C'était extrêmement émouvant, tu vois. Et ils étaient tous un peu... Il y en a un autre, là, celui qui joue Moïse, le frère. Ah ben, il a rencontré Cadmerade. Alors, il devenait fou, parce que lui, il est stand-up en Haïti. Il fait du stand-up. Et quand il a vu... Et là, on était dans des dîners, tu vois, tout le monde était un peu entre eux, donc personne ne prenait des photos. C'était compliqué. Donc, on était les seuls un peu goupilles. Allez, on s'en fout, on sait pas quand est-ce qu'on va revenir à Cannes, on va faire des photos. Donc ils ont fait plein de photos, ils se sont amusés et c'était vraiment extraordinaire. On buvait beaucoup aussi. Ça picolait beaucoup. Ça picolait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la dernière soirée, ils ont rencontré Spike Lee. Alors là, moi, j'étais malade, je pouvais pas y aller. T'as loupé Spike Lee. Et là, ils ont été, mais ils ont dit, mais écoute, t'as raté la seule soirée qu'il fallait pas que tu rates. Et ça m'a complètement tuée. Mais en même temps, j'étais alors, trop pour prendre fatiguée. des photos avec Cusco, il y a du monde. Mais je te jure, c'est pour ça que c'est le plus difficile, tu vois, pardon. J'y arrivais, mais là, j'ai raté. Mais je me dis, bon, j'espère un jour que je vais le rencontrer. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est fan de toi et de ta carrière, c'est Amandine Gay. Je sais pas si tu connais. Elle adore ce que tu fais. On l'a reçue dans le podcast. Et elle a une question pour toi, Amandine Gay. Si, Amandine Gay me demande de te demander comment approches-tu la photographie dans tes films? Est-ce que c'est à travers des moodboards, des références à d'autres films, des discussions avec le ou la chef opérateur sur un plan d'ambiance à traduire visuellement? Bref, quel est ton process en termes de création visuelle? Attends, je suis trop contente, donc j'ai les dents qui sont... On lui dira que... oui, non, mais... alors, moi, je suis fan. Je regarde beaucoup de films japonais. Ça paraît complètement... Oui, je sais, c'est à l'ouest. Je regarde beaucoup des films japonais des années 60. Et bien sûr, je regarde beaucoup de films d'auteurs,
moi, particulièrement pour Freda, je savais qu'il fallait que je sois au plus près des personnages parce que je souhaitais que le spectateur ait la sensation de faire partie de cette famille. Pas seulement en tant qu'observateur ou observatrice, mais vraiment une proximité qui lui fait sentir qu'on est en Haïti. Et donc, on était vraiment très, très serrés. Je ne sais pas si vous avez pu l'observer. Et c'était très simple, mais aussi, je pense, mon passé de documentaire, parce que j'ai fait du documentaire avant, m'a permis de me permettre certaines libertés dans le tournage. Et il y a énormément de plans séquences aussi. Donc, on était vraiment, on s'est autorisé un comportement qui permettait. On est à la frontière, tu vois, du documentaire et de la fiction, quoi. Et c'était tant dans le contenu du film que dans la façon de faire le film. Donc, je regarde, je dirais pas que je fais des mood boards, non, mais j'ai beaucoup d'images en tête, que ce soit des voyages, que ce soit tu vois. Et aussi, la caméra, moi, je la vois toujours comme un personnage. Bien évidemment, je ne suis pas la seule. Je pense que beaucoup de cinéastes aussi ont cette approche. Et tu te dis comment se comporterait un être humain. Tu vois, la caméra ne panote pas ou un œil humain ne panoterait pas, en fait. Donc, j'essaye vraiment, avec Karine Olnet, la directrice de photographie qui est extraordinaire, d'avoir un comportement vraiment humain. Donc, on voit qu'on peut rater des choses aussi, parce que là, je vous parle, je suis complètement focusée sur vous. S'il y a quelque chose qui se passe à côté, je m'en occupe pas. Parce que, donc, j'essaye d'avoir ce comportement et de ne pas forcément être à l'afflux de tout capter de ce qui se passe dans une scène, mais plutôt de laisser passer ce qui passe et de me focaliser là où l'attention me porte. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais honnêtement, pour faire un film, on était tellement dans l'urgence, j'avais pas vraiment la lassitude, tu vois, d'avoir un grand tableau où je mets des photos, où je me dis tiens, on va faire ça comme ça. J'espère le faire sur mon prochain film. J'espère avoir, tu vois, cette possibilité. Mais je pense déjà très bon. Hein. C'est l'image. Moi, j'ai trouvé justement qu'il y a des séquences magnifiques et donc même dans l'urgence, tu as réussi à avoir de très belles images. Oui, heureusement. Je suis contente de ça parce que mais sur le prochain, j'espère avoir encore plus une liberté artistique. De toute façon, tu vas faire encore mieux, hein, de mieux en mieux. J'espère. Mais d'ailleurs, dans ton film, il y a des images de manifestations. Je voulais savoir, du coup, c'est des vraies manifestations qui ont lieu. Oui, c'est ça. Ah oui, beaucoup, parce que moi, j'étais tout le temps dans les manifs à partir de 2018. Bien sûr, il y a des fois où c'était extrêmement, on rigole, mais des fois c'était très compliqué de filmer. On était, moi, je veux pas faire peur, mais je me rappelle une fois, on devait filmer et ils ont commencé à tirer sur la manif. Et il y a un vieil homme qui était là et je pense qu'il faisait même pas partie de la manif. Et il a reçu un projectile juste à côté de moi. Et j'ai commencé à trembler, j'ai laissé tomber, je pouvais plus réfléchir. Et donc, c'était souvent des téléphones. Donc, on prenait les téléphones, puis je disais à mon chef opérateur, parce que c'est pas avec le même chef opérateur que j'ai fait le film, donc parce que c'est des manifs qui remontent déjà à plus longtemps que quand le tournage a eu lieu. Donc, on prenait les téléphones, je dis, tu caches ton appareil, tu remballes tout, et on fait comme on peut. Et j'ai un peu récolté des images aussi d'amis qui participaient aux différentes manifestations, parce que c'était un peu partout, hein, en Haïti, c'est pas seulement dans la capitale à Port-au-Prince. Donc, je récupérais des images, et puis après, pendant le montage, on a regardé beaucoup pour trouver les moments qui correspondaient à ce qu'on souhaitait raconter. Je crois que c'est ton producteur qui dit que le tournage de Freda, justement, il a démarré en 2019, c'est ça ? Oui. Et il est en plein chaos politique et il s'est fait aussi grâce à la protection, c'est ça, des habitants, des quartiers qui vous ont protégé. Comment ça s'est passé ? C'était un bouclier humain, malheureusement, parce que heureusement, il n'y a pas eu d'incident. Mais dans tous les quartiers, surtout là où se trouve la maison de Jeannette, la maison principale où on a passé le plus de temps, toute la population restait avec nous. Même quand on finissait à 2h du matin, ils étaient là. Parce qu'ils ne voulaient absolument pas que quoi que ce soit arrive, parce qu'ils ont compris que c'était un film qui parlait d'eux. Et ils voulaient que ce film existe. Et ils se sont dit, on va tout faire pour que ça se fasse. Donc, on était tout le temps en famille. Hein. Moi, je dis la famille Freda, parce que ça va au-delà de moi, des techniciens, et ça va jusque tu vois, avec les gens. Les habitants. Et ils étaient les figurants dans le film. Ils font du scouting, ils viennent me dire, voilà, il y a là, c'est cool, tu devrais aller regarder. Si quelqu'un fait, tu vois, du bruit, ils vont parler. J'ai même pas le temps, tu vois, mes régisseurs n'ont même pas le temps d'y aller. C'est eux qui vont et qui disent, voilà, tu sais pas quand il y a un film qui est en train de se faire là. Donc, c'est-à-dire que il y avait une implication
extraordinaire. Et quand j'ai fait la première, je me suis assurée qu'eux, ils viennent à la première aussi et qu'ils voient le film. Et c'était très important pour nous de présenter le film avant même qu'il sorte en France parce que, par respect pour mon pays, mais surtout pour eux qu'ils voient. Voilà comment on est représenté ailleurs. Voilà ce qui est raconté et qu'ils sachent un peu. Et c'était vraiment... Tu sais, la précarité, c'est sûr que c'est difficile, mais ça rassemble les gens différemment. Et de toute façon, ça te rapproche. Parce que là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question est-ce qu'on est bien payé ou pas, c'est une question de on est ensemble pour faire ça et on va faire en sorte que ça réussisse. Ouais. Julien. Tu as dit dans une précédente interview que beaucoup de tes amis étaient partis d'Haïti pour essayer d'avoir une vie meilleure. Et est-ce que toi, c'est un choix que tu as dû faire personnellement? Est-ce que c'est vraiment aussi, ça te concerne, ce choix? Oui, parce que moi, je pense que je suis très privilégiée dans ce sens parce que je peux bouger. Je pense que le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir quitter Haïti. Parce que quand ça commence à... Voilà, je me déplace un peu. Souvent, il y a mon fils qui vit en Afrique, donc des fois, je vais au Zimbabwe le voir et je dis Haïti, OK, on fait une pause là, parce que ça peut être extrêmement compliqué. Et ne pas avoir la capacité de se déplacer, les moyens, et même tout simplement un visa, parce que voilà, pour quitter Haïti, il faut un visa. Donc, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je pense que ça me permet d'exister en Haïti. Et oui, je peux pas dire que tout le monde a cette possibilité. Ouais. Mais moi, j'ai encore trop de choses à dire de mon pays et je suis pas prête, non. Je peux pas quitter. Mais justement, d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour oser faire un film qui critique son propre gouvernement? Est-ce que tu as peur des fois des conséquences qu'il pourrait y avoir ou... Honnêtement, j'ai peur après. Au moment où je le fais, c'est tellement une évidence, il faut que ça existe. Limite, je me dis, voilà. Mais c'est après coup. Je pense que j'ai réalisé ce que c'était quand j'ai projeté en Haïti. Et surtout par rapport aux gens qui étaient là. Il y a des gens qui étaient à la séance qui sont impliqués dans le scandale Petro-Caribé, mais parce qu'ils ne savent pas de quoi ça parle. Et moi, je regardais les têtes et là, je comprenais, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui te prend, quoi? Et même il y a ça, mais il y a le colorisme aussi, parce qu'il y a une blague dans le film à un moment donné, tu vois, de Géraldine, la cousine, qui croyait que cet homme, tu vois, de grande famille, de famille bourgeoise, métissée, mulâtre, allait se marier avec elle. Et là, quand ça passe en France, tout le monde rigole, mais quand ça passe en Haïti, t'as deux groupes de gens. Donc t'as un groupe qui rigole pas et l'autre groupe qui rigole. Et la différence, c'est la couleur. Tous les mulâtres sont comme... Et là, je dis, ah ouais, c'est vrai, il y avait ce truc-là. Et tu t'oublies complètement, parce que c'est quand même 1h30, tu vois. Et c'est quand tu es en train de le vivre avec les gens que tu... Ou un truc sur Napoléon dans le film. Je dis, ils vont pas être contents ici. Mais c'est notre histoire. Et l'idée, c'est de poser des faits. Parce que c'est pas une idée de dire méchant, pas méchant. C'est une question, c'est ça qui compose Haïti aujourd'hui. Et il y a des choses qui vont nous faire plaisir. Il y a des choses, ça va moins faire rigoler. Mais c'est OK. Parce que c'est ça. Si tu fais une cartographie, si tu veux présenter un miroir sur une société... voilà, il va avoir de tout. Il va avoir des larmes et il va avoir aussi des moments de réflexion profonde. On se dit, oui, ça c'est vraiment nous comme peuple et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on avance. Oui. C'est important pour toi que le cinéma soit porteur de messages politiques et aide aussi à bouger les choses? En tout cas, pour l'instant, c'est un devoir même en Haïti. Je pense qu'on va pouvoir un peu plus rigoler quand il y aura beaucoup de films qui se font et qu'on va sentir que voilà, les choses sont dites. Mais pour l'instant, je pense que j'ai pas vraiment de marge de manœuvre. Je suis obligée quand même je dis mais il y a énormément d'autres jeunes cinéastes qui font des documentaires et ça sort pas encore du pays. Mais je pense qu'on le sent comme un devoir pour le moment. Et j'espère qu'on va arriver à ce moment où ça va être au-delà d'un engagement politique et qu'on va pouvoir être des cinéastes qui racontent d'autres choses, toutes sortes de choses. Oui, c'est ça, des choses peut-être moins lourdes, aussi moins dramatiques et moins... Mais ça sera toujours un peu dramatique quand même, mais parce qu'il y a de tout en Haïti. Et on a une culture extrêmement riche aussi. Donc j'espère
qu'on a la possibilité, oui, de montrer tout ça, tout à fait. Freda, ça sort donc le 13 octobre au cinéma en France. À Haïti, c'est sorti, je sais pas où. Non, mon Dieu, non, c'est pas. Ouais. Non, je vais devoir organiser différentes projections Oui, parce c'est qu'on des n'a pas de projections. salle de cinéma. Oui. Donc, à chaque fois, c'est toute une machine pour faire une projection. Mais à Haïti, ouais, non, pas tout de suite. Moi, Enfin, bon, c'est important que d'autres pays aient ce regard-là sur Haïti. Ça nous ouvre aussi notre perspective sur d'autres pays, sur la situation qui est critique en ce moment. Oui. Et justement, on va tout de suite tenter de faire remporter donc 3 fois 2 places pour le film. Freda, je vous en prie, tirez au sort parmi les gens. Ils ont C'est été moi qui fais nombreux. ça Ah oui, T'as la chacun petite tire au sort une personne. Vous allez la représenter pour tenter de lui faire remporter une place, pour tenter de lui faire remporter 2 places. Et moi, il y en a un, celui qui aura le moins de points n'arrivera pas à faire remporter des places. Et moi, j'en piocherai un en plus à la fin. Pour ce blind test-là, qui as-tu pioché? Dis-nous. Vas-y, J'ai un Jessica. email, hein. Est-ce que je dis l'email? Non, tu peux nous dire le nom, juste le nom. Je vois Elodie Vrek. Ah bah voilà, Elodie, très bien, Elisa. Moi, j'ai Martin Titouan. Martin Titouan et Julien. Moi, Saitama le petit. Ah bah voilà, ils vont tous tenter de remporter 2 places pour ton film Freda. On va faire un blind test spécial, film. Donc c'est des extraits de films en VF. Donc ce sera, même si c'est des films étrangers, ce sera toujours en VF, c'est pour compliquer un peu la chose. Et avec spécial héroïne, avec des héroïnes, des films sur des héroïnes qui portent le film. C'est bon pour vous? Vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, je crois en toi, tu vas y arriver. Est-ce qu'on y va? On commence pour le premier. Vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film. C'est parti, c'est celui-là. L'incident qui s'est produit dans la petite chapelle de Two Pines et qui est à l'origine de cette sanglante histoire est entré depuis dans la légende. J'ai Elsa. Kill Bill. Kill Bill, exactement. Elsa l'avait. C'est Kill Bill 2 précisément, mais ça Moi, je les marchera quand même. connais. C'est tellement dur en Si VF. c'est en français, je vais. Ouais, Oui, c'est ça. Ah, faut Ouais, écouter, c'est en fait, très dur. faut pas se baser Ouais. sur la voix, mais sur le propos. Sur le propos, Ouais, c'est sur vrai, ce c'est vrai. ce qui est raconté. Sinon, la voix, t'auras du mal pour les C'est choses. la petite chapelle de. Oui, c'est ça. c'est vrai, tu as raison, c'est là où le. C'est ça. ouais. Mais attention, t'affrontes 2 spécialistes, elles ont fait plus d'un blind test. Donc, ne t'inquiète- Surtout Elsa. Ah, c'est la dur, moi, en tant que principale. réalisatrice, je passe pas du tout. Non, mais ça va aller. Ne stresse pas, ça va bien se passer. Et hésite pas surtout à faire des propositions, même si t'as un doute, vas-y, tente-le, c'est pas grave. Tu Le n'as nombre de rien fois à on a dit perdre. des bêtises, nous. Oui, voilà. oui. Faut pas avoir Faut y peur. On continue maintenant avec celui-là. C'est parti. Non, c'est pas une bonne idée si quelqu'un te voyait dans cette tenue. Et ce n'est pas parce que j'ai l'air d'un homme que je dois sentir le bouc. Et alors, tu fais ta chochotte parce qu'il y a 3 pauvres Pékins qui lavent pas leurs chaussettes? Moi, j'adore cette vieille odeur de l'air laqué. Oh, Dieu. Bon, maintenant arrête ça suffit. Dépêche-toi, sors de là avant d'être fripé comme un pruneau. Mouchou, si tu es si inquiet, fais donc le jeu. Julia. Mulan. Mulan. En fait, c'est grâce à quand elle a dit Mouchou, bah là, Mouchou, forcément. Il y avait Et c'est mon l'indice. dessin animé préféré. Oh mon Non, Dieu. c'est dommage. Il y avait l'indice, t'es habillé comme un homme. Il y avait quelque chose comme Mais ça. j'ai pas capté. Eh oui, c'est ça. Oui, vraiment. Sois faut- un homme, soyons plus vifs. Ouais, c'est comme un homme. En français, c'est comme un homme. C'est comme un homme. Comme Oh un mon homme, Dieu. exactement. Ah là là. Voilà, bon, ça rapporte un point à Julia, mais voilà, base-toi vraiment sur ce qui est dit. Ah, j'aime faire bad, j'aime faire bad. Non, t'inquiète pas. On continue maintenant avec celui-là, c'est parti. Ah mon Dieu, je sais pas comment sera le nouveau, mais en tout cas, ça sera jamais aussi pire que l'autre timbré, là, avec son magnétophone. Vous savez, Joseph, il est pas si timbré que ça. Il souffre, j'ai c'est tout. Elsa. Ouais, c'est bon. Amélie Poulain. le Exactement, le fabuleux destin d'Amélie Ah, Poulain. ça, j'ai pas Là, vu. par c'était en contre. Ah, tu l'as pas vu ouais. celui-là? Oui, là, c'était la verre. Ah, bah, il est très bien, je te Non, je conseille. sais, de mon Dieu, c'est un Jean-Pierre. classique. C'est un Mais il y a classique. toujours des classiques qu'on n'a pas vus. Hein. Oui, 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 pas C'est s'inquiéter. toujours. Il y en a tellement. Ah bah oui, ça, faut tout voir. Il y a Moi, trop de films aussi. Citizen Kane, on dit que c'est le classique par excellence, mais je n'ai jamais encore vu Citizen Kane. Ah, de quoi? Le parrain, t'as dit? Non, Citizen Kane de Ah, d'Orson non, Welles. ouais, non, Mais ouais, c'est un non. classique, mais j'attends de le Bah, voir au cinéma. Je pense qu'il faut quand même. Je l'ai vu. Oui, attends un petit Ouais. remastering. Ah, bah, ça arrivera. On a Au Max Linder. Ah bah toujours, le Max Linder, très bonne salle. Oui. On continue avec celui-là maintenant, c'est parti. Ah, dis la vérité. Comment vous sentez-vous? Mais ça existe pas, la vérité. Chacun a sa propre vérité. J'ai Vas-y. Harley Quinn. Non, c'est pas Harley Quinn. On aurait dit la On voix. reprend. À un moment donné, j'ai été la meilleure patineuse artistique du monde. J'ai
Julia. Moi, Tonia. Moi, Tonia, exactement, parce avec que c'est la Margot voix Robbie. de- Tu vois pas de quel film il s'agit? Non. C'est un film avec Margot Robbie qui est sorti en 2010. Je crois que c'est 2017-2018. ouais. Ouais, C'est sur quelque la chose comme patineuse ça. artistique Tonia. Oui, c'est une Harding. histoire vraie. C'est Harding, tout à fait. 2 points pour Julia, 2 points pour Elsa. Jessica, rien n'est perdu. On croit en je toi. déclare forfait. Non, mais non. Tout peut arriver. Il reste quand même des possibilités. On y va maintenant avec celui-là, par exemple. Tu peux l'avoir. Houston, vous me recevez? J'ai. Elsa. C'est Gravity. Gravity, tout à fait. Ah, ça, c'est tellement un beau film. Elle a ça. dit Houston. Houston, ouais, tout de suite. C'est avec c'était- Sandra Bullock. Exactement, Ouais, de là, ouais, tout à fait, qui est très dans beau, l'espace et avec Gravity. 3e point pour Elsa. On continue maintenant avec celui-là. De Monsieur Laurence. Le grand-père du jeune Laurence? Oui. Pourquoi? Il vous a vu aller donner votre petit déjeuner et il voulait que vous fêtiez Noël. Moi qui le prenais pour un vieux grincheux. Quelle générosité. Ce doit être son petit-fils Laurie qui lui a soufflé l'idée. Vas-y, J'en suis c'est Elsa. les filles du Docteur March. Les filles du Dr. March, tout à fait, de Greta Gerwig, qui est très très bien, qui est un excellent film. Tu l'as vu ou pas? Non. Ah ça, mince, j'ai mais pas je vu. passe des films que tu n'as pas vus, c'est Non, ça mais aussi. non, je les ai quasiment tous vus. J'arrive pas. Non. qui t'ont dit VF, ça marche pas. Ah, c'est compliqué. Hein, Faut c'est- vraiment c'est se sûr. Je regarde focaliser tout sur en ce qui est anglais, dit, le sujet. Ouais, Quoi. ouais, c'est ça. ouais. Il y a les trouver Mais les indices. j'essaye. Et je m'arrange toujours C'est dur. dans les extraits, je m'arrange toujours pour placer des Oui, petits. voilà. Mais tu fais petit super indice. bien. des C'est moi, extraits c'est qui, moi. ah c'est bah moi. non, Un bah petit non. indice. Non, mais t'inquiète pas, Julia, elle joue souvent, mais elle perd tout le temps. Ça tire à balles réelles. Moi je crois, il en reste quelques-uns, je crois en toi. On y va maintenant Je avec sais plus celui-là. rien. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai dit quelque chose de drôle? Non, c'est rien, vous voyez, c'est juste que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre ces ceintures, je débute. Je ne connais pas grand-chose à ces trucs-là. Ces trucs-là? Ah, je vois. D'accord, vous pensez que tout ceci n'a rien à voir avec vous. Ah, Vous Jessica. regardez dans votre... The Devil Wears Prada. exactement, le diable s'habille en Prada. Premier point pour toi. Ça marche en anglais, les titres, on prend exactement. Meryl Streep et Anna Thaoué qu'on entend en Exact, je me VF. rappelle tellement de cette séquence que elle la regarde de la tête en l'air. Tu crois vraiment côté au-dessus de tout ça, ma vieille. Avec ce mépris, tout à fait. Incroyable, Grace. Premier point pour toi et tu peux gagner encore parce qu'il en reste. C'est peut-être la remontada de Elle a Jessica. chauffé. On y va maintenant avec celui-là. C'est parti. Jusqu'à nous. Et le thé sera absolument délicieux. Et c'est sans doute moi qui vais devoir le verser. Ah bon, s'il le faut, il le faut. J'ai. Si vous voulez bien cesser de Vas-y, Julia. rire comme des chacals. Pas sûr. Alice au Pays des Merveilles. Non, c'est pas ça. On continue. Jessica, tu peux l'avoir. Deux, je suppose, oncle Albert. Oui, s'il vous plaît. Beurre. Non, merci, pas de sucre pour moi. Non, pas la belle et la Je suis bête. bien contente que vous soyez monté. Ça n'aurait pas C'est été les chats, amusant, là, ça. non Tenez, C'est pas les voilà un peu. Aristochats. C'est non pas plus. les Aristochats. Non, c'est pas les Aristochats, mais Ça vous m'a êtes l'air ancien. sur le bon au univers. son. Exact, ça C'est sonne. ancien. T'es si proche, Jessica. Je pense que tu peux Et on l'avoir. va en donner aussi à Michael. Il fait beau temps pour cette époque de l'année. Ah oui, et à propos de temps qu'il fait, l'autre jour, quand il faisait si Ah, c'est froid, avec les chiens, un là, de non. mes amis entre dans un magasin pour y acheter un par-dessus. Voyez pas Attends, continue un peu. Ah là, je suis sûr que vous allez l'avoir. Il y était déjà venu 10 ans avant acheter un autre par-dessus. Il ouvre la porte et dit au vendeur « Bonjour monsieur, c'est encore moi !» Il y a la musique. Un peu de tenue, je vous prie. Mon Dieu, je le vois. Les enfants, veuillez vous tenir comme il faut à table. Oh, c'est pas les 101 Dalmatiens, non. Non, c'est pas les 101 Dalmatiens. Je peux en tenter Alors, un autre. Vas-y, Julia. Peter Pan. Non, c'est pas C'est Peter ça, Pan non c'est plus. ça. Oui, c'est le prochain choix. Ah, non, c'est pas un dessin animé, c'est en prise de vue réelle. Mais il y a peut-être un peu de dessin animé au milieu pendant le film. Vous voyez pas, mais je je vois, je le je remets. Oh merci ma chère, oh ce que je m'amuse, quelle journée agréable. J'aimerais que vous restiez toujours avec moi dans cette situation élevée. Bah, je crois qu'on va rester. Il n'y a aucun moyen de redescendre. Oh si, il y a un moyen. Tu vois pas Mais je vois, moi. Vous voyez pas du tout J'arrive pas à mettre un nom. Un film qui est sorti en 1950 à peu près, dans les années 50, et il y a eu un nouveau film sorti en 2019 ou 2018, Non, si je dis pas de bêtises. Mary Poppins. Mary Poppins, exactement. C'est vrai, les enfants à table,
c'est Et ça oui, qui est... c'était la VF de Julie Andrews. Il y a notre réalisateur qui l'avait derrière, qui trépignait, tout à fait. Regardez, mais vous êtes lamentable. Un point de plus pour Elsa. C'était il vous a donné du fil à retordre, My Prince. Ouais. On enchaîne maintenant sur celui-là. Je suppose qu'on doit éviter la diffamation et de dire foutre pute ou connard, c'est bien ça? Ou... anus? Alors, je pense que ça ira. Vous êtes la mère d'Angela Hayes, j'imagine. C'est ça. J'ai... Je suis la mère d'Angela. Billboard. Exactement, les panneaux de la vengeance, Three Billboards avec Francis McDormand, qui était très bon film, qui était aux Oscars et qui et Elsa, dis donc. Elsa, elle retient en fait les noms des personnages. Oui. Elle entend le nom d'un personnage et elle sait le film. C'est vrai impressionnant. qu'elle a les personnages. Impressionnant. Ah ouais. On y va maintenant pour celui-là, c'est parti. Bientôt, si au lever du soleil t'es pas le petit cul le plus désolé de tout Londres, tu seras sûrement le plus déchiré. J'ai Vas-y. Sherlock Holmes? Non. Non, c'est pas Sherlock Holmes. C'est la bonne ville, hein. Oh non, pitié, ne faites pas ça, je rentre chez moi, je vous jure que je ne ferai plus, pitié. Vous en pensez quoi, les gars? Nous, on aime bien au châtiment. Vas-y, Jessica. V pour Vendetta? Oui, exactement. Aidé par le réalisateur, mais tout à fait. V pour Vendetta, bien joué. Bah, ça te rapporte un deuxième point et tu égalises Julia. Non, en fait, c'est pas possible ça. Non, Julia était meilleure que moi. Ah non, Julia, elle a 2 points. Mais écoutez, on a 3 fois 2 places à faire gagner. Bah, tout le monde va gagner. Écoutez, tout le monde remporte. Je ne piocherai personne et c'est les personnes que vous avez pioché. Juste pour le classement final, bon, c'est Elsa qui est en tête avec donc 6 points. Elle a même trouvé celui qu'on trouvait pas. Suivi de 2 points à égalité. 2 points pour toi, Jessica. 2 points pour toi, Julia. Qui avez-vous fait à qui avez-vous c'était fini, on en avait plus d'extraits. Il y en a 10, on en a fait 10. Vas-y, Jessica, qui as-tu fait remporter? Non, il faut que je tire encore. Non, dis juste le nom du gagnant. Elodie. Elodie, elle remporte 2 places pour Freda ainsi que Saitama le petit. Eh ben, voilà. Et moi, Martin Titouan. Ah bah félicitations à eux, on va leur envoyer ça, comme ça ils pourront découvrir le film au cinéma qui, je le rappelle, sort le 13 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jessica, c'était vraiment un grand plaisir de faire ta connaissance et de discuter en plus de ce film passionnant et en plus important. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, mon Dieu, quel plaisir. C'est vraiment avec un très grand plaisir pour nous. Merci à nos clapeuses du jour, merci aussi à Quentin Padovani qui réalise cet épisode, à nos producteurs Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci aussi d'ailleurs à Nourfilm qui distribue ton film et qui fait remporter ces 6 places de cinéma pour Freda. Et vous, n'oubliez pas de liker, de partager ce podcast. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série, activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en version filmée et vous abonner aussi sur les plateformes audio Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode et d'ici là, allez au cinéma.